Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. La solidarité ministérielle, c'est quand même quelque chose de fondamental quand on est dans une équipe ministérielle. Alors on ne peut pas faire des déclarations qu'il a faites, non seulement dans les ondes des radios périphériques, mais en même temps, leur courrier, qui est quand même un courrier quand même assez dur. Vous savez, la majorité présidentielle, quand vous parlez de frondeurs, quand on parle de frondeurs au sein du Parti socialiste, c'est des gens qui restent au sein du Parti socialiste et qui peut-être divergent sur la manière peut-être de gouverner un petit peu, mais ils restent solidaires, les valeurs restent les mêmes. Ici, c'est une coalition des formations politiques autour d'une personnalité. La correspondance, vous le dites, voilà, est un peu dure. Oui. Lorsqu'on la compare à celle justement adressée au président, le feu maréchal Mobutu par les 13 parlementaires, oui, la correspondance du G7 est très dure, porte pas des gants envers un chef de l'État, leur autorité morale. Exactement. Et puis, une correspondance adressée au chef de l'État, oui, mais la primeur est également réservée aux médias périphériques, mais voilà, AFP, RFI, et même quand ils ont accordé des interviews. Oui. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le début d'une véritable guerre maintenant au sein de cette majorité? Poser la question, c'est y répondre. Effectivement, en plus, un courrier d'un membre de la majorité présidentielle ou des membres de la majorité présidentielle appartenant par-dessus le marché au bureau politique de la majorité présidentielle qui adresse un courrier au chef de l'État et ils adressent copie même aux étrangers, à des organismes internationaux. Où est-ce qu'on n'a jamais vu ça? C'est quand même terrible. Donc là, franchement, on n'appartient plus à la majorité présidentielle. Quelles leçons vous tirez de cette alliance apparemment qui commence à produire des effets très néfastes? Cette alliance était-elle une alliance contre nature ou une alliance réaliste? Écoutez, il y a quand même une présomption de bonne foi lorsque certaines personnes veulent appartenir à une majorité présidentielle, veulent apporter leur concours à une personnalité qui incarne une force politique dans le pays en vue de la réussite de cette personnalité autour d'un véritable programme. Écoutez, l'adhésion, c'est d'abord la présomption de bonne foi. Sauf si vous avez des événements tangibles qui vous permettent de faire la démonstration contraire. Une adhésion opportuniste quand même. Dans les cas d'espèce, ce sont des gens qui ont mené campagne pour soutenir le président de la République dans la campagne présidentielle afin qu'il soit président de la République. Donc on n'avait aucune raison de les suspecter d'autre chose. Alors mais maintenant, à travers les deux courriers précédemment adressés au chef de l'État et puis ensuite celui-ci, alors que beaucoup de réunions ont été organisées pour qu'on trouve un compromis, et le chef de l'État d'ailleurs a été très patient, parce que tenant compte de la majorité, de la cohésion au sein de la majorité, je crois qu'il voulait que les intéressés fassent amende honorable. C'est ce que nous avons cru depuis tout ce temps, et on a cru qu'effectivement, on a peut-être fumé le calumet de la paix. Mais voilà qu'il récidive, et cette fois-ci, de manière particulièrement violente. Alors là, nécessairement, il y a eu une réunion du bureau politique aujourd'hui, il fallait en tirer les conséquences. Ici, ce qu'on a constaté, au fait, on a fait le constat d'une auto-exclusion. C'est le mot qu'il faut employer. C'est une auto-exclusion parce qu'une personne qui appartient à une majorité ne peut pas se comporter de cette façon-là. Alors, l'histoire apparemment semble se répéter. Kamitatou Echou, il faut le dire, est une personnalité transfuge du MLC, très attachée à Jean-Pierre Bemba. Ils ont passé une enfance ensemble, puis ils ont passé un temps en Europe, et puis au MLC pendant la rébellion, et puis il l'a trahi. Est-ce que on ne retombe pas dans ce qu'on a toujours dit, qui a trahi, trahira? Bon, écoutez, je ne vous le fais pas dire, mais en tout cas, il faut vraiment regretter, même pas regretter, mais ici, il faut utiliser les mots qui conviennent pour les circonstances, mais il faut condamner cela. Et la meilleure façon de condamner, c'était justement que ces gens quittent la majorité présidentielle, et en quittant la majorité présidentielle, par un acte qui convient effectivement à l'événement, c'est la sanction qui est traduite par la révocation. Et ça, on ne pouvait pas tarder. Aujourd'hui, effectivement, je crois que tout le monde était unanime, il fallait sanctionner pour éviter, n'est-ce pas, qu'on revive de tels événements dans l'avenir. Au sein de la majorité présidentielle, est-ce qu'il y a un dialogue, il y a des échanges démocratiques?
est-ce qu'on donne la parole aux membres, aux acteurs, aux cadres? Mais bien entendu, mais c'est justement cela. Parce que la moindre des choses, hein, en respectant les règlements intérieurs et même la charte de la majorité présidentielle, mais les collègues, les camarades auraient pu tout simplement exiger ou même demander à ce qu'il y ait une convocation d'une réunion extraordinaire pour passer en revue les préoccupations qu'ils veulent faire connaître aux autres membres du bureau politique. Une réunion de ce genre aurait permis qu'on examine leurs préoccupations et puis qu'on en tire les conséquences. Mais pas de cette façon-là. Donc ici, à la fois sur la forme et même sur le fond, il y a un problème pour les gens qui appartiennent à la majorité. J'ai dit tout à l'heure, c'est un plus grave. D'ailleurs, c'est symbolique que la sanction est frappée d'abord, parce que d'autres sanctions vont venir. Hein. Il ne faut pas croire que ce sont les dernières, parce qu'ils ne sont pas les seuls. C'est le début d'une série de sanctions. Tout à fait. Parce que là, symboliquement, c'est d'abord un grand ministre du gouvernement de la République qui est tenu par une obligation de réserve, une obligation de retenue, au nom de la solidarité ministérielle et gouvernementale. Et écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne pouvait pas agir de cette façon-là. Ben, ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, conseiller spécial du président de la République, s'il vous plaît. Vous savez que je crois que c'est le poste le plus stratégique, hein, dans l'architecture de l'État. Et puis, quand on voit le conseiller spécial se comporter de cette façon, je crois qu'il ne fallait plus. Le président de la République a été quand même patient, très bon. Oui, oui. Très patient, il a été très large. Voilà. Pierre Lumbi n'a pas commencé ceci maintenant. Pas du tout, exactement. Il a semé quand même au sein de la majorité une certaine. Oui, oui. Un certain climat de tension. Alors, une personne qui doit tout au président de la République. Hein, aujourd'hui, le MSR, s'il vous plaît, écoutez, le MSR, c'est le produit même du PPRD. Hein, on a tout fait, c'est notre formation politique. Vous acceptez aujourd'hui que ce sont des partis satellites du PPRD? C'est même pas un parti politique, à mon avis, c'est un parti vraiment qui est même, je peux dire, consanguin, n'est-ce pas, au PPRD. Donc, il est dans les chefs de l'État l'autorité morale. Donc, par conséquent, Pierre Lumbi ne pouvait pas se comporter de cette façon-là. Pourquoi avoir attendu, justement, sautant à une année pratiquement, ou plus d'une année de la fin de cette législature, de cet exécutif, pour prendre une telle position? Vous êtes politique. Est-ce que c'est de l'opportunisme pour se faire une place au soleil dans les jours qui viennent? Qu'est-ce qui doit être derrière cette prise de position? Est-ce que ce sont les services secrets étrangers qui ont échoué avec Y'en a marre, les citoyens et tant d'autres mouvements, et aujourd'hui qui ont infiltré la majorité présidentielle? En tout cas, leur comportement dénote une instrumentalisation, une manipulation par une partie de la communauté internationale. Et vous savez, il y a beaucoup de gens dans notre pays qui surestiment l'influence de la communauté internationale sur la République démocratique du Congo, comme si effectivement la politique gouvernementale devait être dictée par l'extérieur. Je crois que cette époque-là est révolue. On peut beau dire, effectivement, de temps en temps, on est dépendant de la communauté internationale, souvent les gens citent le FMI, la Banque mondiale et tout ça, mais le grand principe dans les relations internationales, c'est d'abord la souveraineté d'un pays. Nous, moi, je suis ancien ministre des Affaires étrangères, mon cher ami, j'étais plusieurs fois au Conseil de sécurité des Nations Unies, toutes les résolutions du Conseil, mais ça rappelle d'abord le principe sacro-saint de la souveraineté de notre pays. C'est d'abord cela. Hein? Alors, croire que parce qu'on a eu contact avec tel ministre des Affaires étrangères d'un pays occidental, tel monsieur, un agent, c'est pour ça qu'il faut qu'ici, cet événement doit effectivement nous obliger à faire un travail d'introspection et même d'autocritique, parce que permettre à tous ces ministres étrangers qui veulent venir donner des leçons à la République démocratique du Congo, et moi je vous assure que ça doit se terminer. Je crois que le prochain envoyé spécial, le prochain ministre des Affaires étrangères qui arrive en RDC, qui entend s'ingérer dans les affaires intérieures du pays, on doit nécessairement lui impartir 24 heures pour quitter le pays. Et pourquoi vous le dites maintenant, alors que vous avez laissé les envoyés spéciaux venir ici briller dans un activisme sans précédent? Ils font la loi. Ici à côté, quand ils passent même pas dans les médias, ils ne sont même pas reçus avec pompe, avec honneur.
Pourquoi vous avez été trop bon, trop hospitalier? Mieux vaut tard que jamais. Je crois que maintenant, même dans toutes nos réunions, en tout cas déjà au PPRD, même au bureau politique de l'AMP, on doit poser ces questions-là et adopter une attitude qui soit cette fois-ci, mais alors vraiment tout à fait dure à l'égard de tout étranger, quelque ministre soit-il, d'un grand pays qu'il soit. Il doit respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. La prise de position du G7 vous donne-t-il ou vous donne-t-elle des insomnies? Avez-vous peur pour les lendemains? Est-ce que ça peut relancer une recomposition de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat? Alors pour ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui, non seulement l'atmosphère était sereine à notre niveau, parce que vous savez, prendre une telle décision montre effectivement que cette fois-ci, on a considéré que c'est le goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il fallait à tout prix sanctionner, et là, à l'unanimité, on a pris. Et si on avait imaginé qu'une telle décision allait avoir des conséquences dommageables pour la majorité, on ne l'aurait pas prise. Mais au contraire, ça a été prise en gérant toutes les conséquences de la décision. Donc, je peux vous dire que aujourd'hui, au contraire, les gens sont soulagés du départ de ces ministres et hautes personnalités. Mais ce sont des acteurs politiques, ils ont des formations politiques, parfois qui ont pignon sur rue dans certaines provinces. Et vous pensez qu'il faille dormir calmement et dire, voilà, c'était une tempête dans un verre d'eau? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces formations politiques, les leaders de ces formations politiques, je ne sais pas s'ils ont vraiment suivi, ils sont suivis par les députés de leurs organisations. Parce que tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que même les députés au Parlement, et même les parlementaires en général, qui appartiennent à ces formations politiques, sont aujourd'hui soulagés par cette décision, parce que vous allez voir, effectivement, il doit y avoir une recomposition de la majorité parlementaire dans le cadre du renforcement de cette majorité, malgré le départ de ces personnalités. Un petit mot sur l'avenir du G7 avec la sanction qui vient de tomber. Kamitatou, Lumbi démis de leur fonction. Quel avenir pour ce G7? Vont-ils maintenant devenir plus forts? Vont-ils être acceptés facilement par le camp Tshisekedi ou l'autre camp qui a été Ndjili écoutez, moi je leur souhaite bonne chance, mais en tout cas, ils seront désillusionnés. Je peux vous dire, parce que je ne pense pas que, même à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur, peut-être qu'ils sont manipulés depuis l'extérieur, mais ils surestiment ceux qui les manipulent et ils vont être désillusionnés. Ils vont vraiment se rendre compte par la suite que c'était une grosse bêtise ce qu'ils ont fait, poser comme acte aujourd'hui. Mais en tout cas, ils doivent s'inscrire dans un schéma, un agenda caché, mais qui est aujourd'hui révélé. Moi, je crois que ces gens, les échéances approchant, ils s'inscrivent dans une autre démarche qui, effectivement, se situe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un genre d'opposition qui ne dit pas son nom, mais c'est tout à fait clair. Donc, par conséquent, pour nous, je peux vous dire que la majorité aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui attendaient cette décision. Quand vous regardez, tous les membres de la majorité sont aujourd'hui soulagés et le départ de ces personnalités renforce au contraire la majorité, et vous allez le vérifier d'ici peu. Le PALU, votre allié, on peut le dire comme ça, oui, allié de la majorité, a agi par anticipation en écartant Mouzito à cause de ces tribunes qui déstabilisent ou qui ont par moment, même si à l'intérieur il y avait des analyses un peu qui tenaient debout, mais le fait qu'il ait pris des options contraires au parti, eh bien ça l'a emporté. À l'AMP, vous n'avez pas anticipé. Comment trouvez-vous, quelles leçons vous tirez de la gestion de la majorité présidentielle? Alors, pour l'instant, il faut dire qu'on a trop tardé. Je crois qu'il y a eu une grande lenteur dans la prise des décisions à l'encontre des personnalités qui ont posé des actes qui sont anti-majoritaires. Je pourrais même dire que c'était des actes de rébellion, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette fois-ci, je pense qu'il ne faudrait plus perdre du temps, parce que là, c'est au contraire,
c'est à l'encontre même des intérêts même de la majorité et même de l'autorité morale que nous sommes censés devoir soutenir. Donc cet acte, à mon avis, nous allons en tirer les conséquences qui s'imposent par rapport à la conduite même des membres de la majorité pour l'avenir. D'ailleurs, le secrétaire général de la majorité l'a rappelé lors de la réunion et a tiré l'attention sur le fait qu'un acte pareil ne doit plus être reproduit pour soutenir effectivement la majorité dans sa cohésion majoritaire. On termine par là. Ouais. Qu'est-ce qui va advenir justement au ministre des Affaires foncières qui fait partie du parti, à moins que je me sois trompé, du parti de Mwando Simba, Bienvenu Liota, le ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature, il est du parti d'Ndundo, signataire justement de cette lettre. Et puis, le sort de Bijou 4. Alors, Bijou 4, c'était déjà désolidarisé de Kyungu Wakumwanza. Alors, d'autres chances de position pour maintenir leur poste ministériel, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision? Écoutez, à leur rencontre? La nomination du gouvernement relève d'une prérogative à la fois du président de la République et du Premier ministre. Par conséquent, il m'est difficile aujourd'hui d'anticiper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement est une coalition des formations politiques. Et on est au gouvernement parce qu'on représente une formation politique de la coalition. Alors, dès lors que une formation politique a quitté la coalition, je crois que je ne vois plus la nécessité de voir une personnalité appartenant à cette formation politique appartenir au gouvernement. Mais cela dit, vous savez, il y a des gens qui sont nommés ministres en fonction de leur propre équation personnelle. Et là, le président de la République a son pouvoir discrétionnaire pour nommer un ministre. Alors, si ces gens restent au gouvernement, ça veut dire qu'ils ne représentent plus les formations politiques auxquelles ils appartiennent, mais ils sont là en titre individuel. Mais ça, c'est un relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et même du Premier ministre. Mais toujours est-il que, dès lors qu'on appartient à une formation politique qui agit plus plutôt dans la solidarité majoritaire, dans la solidarité gouvernementale, nécessairement, on doit en tirer les conséquences. Et voilà, on parlera de la suite dans les jours qui viennent. Un petit mot avant de terminer pré-dialogue. Vous avez été en Italie, puis en Espagne. C'est vous qui êtes le délégué du pouvoir à ces pré-dialogues. On peut parler d'un blocage déjà consommé. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens ont cité les accords d'Addis Abeba ou même la résolution du Conseil de sécurité en relation avec ces accords. Ensuite, il y a eu une revendication à la fois de l'opposition, d'une grande partie de la communauté internationale, mais en même temps de la société civile, pour qu'un dialogue se tienne afin de préparer le troisième cycle électoral dans des conditions et qui, effectivement, prévoient la sincérité des résultats, la transparence, et tout ça selon les standards internationaux tels qu'ils sont reconnus. Alors, c'est pour cette raison qu'effectivement, tenant compte de cette revendication, le président de la République a procédé à des consultations des forces politiques et sociales. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont défilé à la présidence de la République. Mais vous ne pouvez pas entendre les formations politiques et sociales et laisser la première force de l'opposition, quand même. Hein, l'UDPS est la deuxième force politique de notre pays, après le PPRD. Par conséquent, on ne pouvait pas ne pas l'entendre. C'est pour cette raison que le leader de l'UDPS lui-même réclamant le dialogue politique avant l'organisation des élections qui vont venir bientôt, et il fallait nécessairement nouer le contact avec lui pour voir ensemble de quelle manière, comment l'UDPS conçoit l'organisation de ces élections. C'est pour cette raison qu'une délégation de la majorité a rencontré les délégués de l'UDPS dans un premier round à Vienne, en Italie, et dans le second round à Ibiza, en Espagne. On a choisi ces deux sites pour une question de sérénité, à l'abri de tous les regards, pour qu'on discute de manière posée et de manière sérieuse. Alors, je peux vous dire que le but de ces entretiens, c'était d'abord l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes selon les standards internationaux. En même temps, pour préparer ce dialogue, il fallait d'abord
convenir du format du dialogue, ensuite les modalités de convocation de ce dialogue, et puis ensuite les termes des références par rapport au comité préparatoire du dialogue et le comité de suivi. Lorsqu'on aura adopté les recommandations, comment faire appliquer ces recommandations? Il fallait un comité de suivi. Et puis enfin, il fallait préparer l'ordre du jour qui se consisterait particulièrement à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. Ça, c'est extrêmement très important. Les nouveaux majeurs. En vue de préparer le nouveau fichier électoral, effectivement. Parce que le fichier actuellement, je crois qu'il est complètement inadapté. Donc il fallait un nouveau fichier électoral. Et tout ça nous conduira à l'élaboration, évidemment, des nouveaux calendriers par la CENI. Alors, tous ces points étaient des points d'accord avec les délégués de l'UDPS. En tout cas, les négociations ont eu lieu dans un climat de courtoisie, de respect mutuel, et on a appris d'ailleurs à se connaître. Et puis, les discussions étaient très avancées, et puis on peut dire qu'à 90%, et on avait trouvé les points d'accord. Il restait certains points en suspens. Et qu'est-ce qui vous a divisé? Nécessitait qu'on consultât nos leaders respectifs. Alors, on s'est donné quelques jours pour réconsulter nos leaders respectifs et revenir 3 jours plus tard. Donc, ce week-end, on aurait dû se retrouver dans un nouveau site pour conclure. Mais puis, patatras, effectivement, il y a eu ce communiqué de l'UDF qui nous laisse vraiment dans l'embarras et on n'a pas du tout compris. Mais en tout cas, nous restons convaincus que le dialogue doit se tenir et que pour nous, ce serait vraiment très utile que l'UDPS participe à ce dialogue parce que c'est la force politique la plus importante de l'opposition. Et comme on veut un dialogue inclusif, mais reste ouverte. Mais la majorité reste ouverte et nous pensons que c'était peut-être une chute d'humeur, mais ça peut être aussi le résultat d'un conflit d'influence au sein de l'UDPS. On saura très bientôt parce que beaucoup d'ailleurs de délégués avec lesquels on a discuté à Vienne et à Ibiza sont un peu désarçonnés et ne comprennent pas pour quelles raisons ce communiqué a été publié. Donc nous restons, et dans les contacts informels, nous avons constaté que les liens ne sont pas rompus définitivement et qu'on va nécessairement se retrouver incessamment. Vous n'avez pas évoqué, par exemple, le partage des responsabilités? Non, écoutez, pour l'instant, nous ne pouvons pas anticiper sur le résultat du dialogue. Nos négociations, c'est comment préparer le dialogue. C'est d'abord ça. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait à tout prix voir la première force de l'opposition. Alors, c'est dans les cas de dialogue que tout ça sera passé en revue. Merci Léonard Séoki-Tondou. Les liens ne sont pas rompus. L'UDPS reste ouverte au dialogue qu'elle appelle de tous ses voeux. Le PPRD ou le camp de la majorité est également favorable à ce dialogue. C'est qu'il n'y a pas péril en la demeure, même si le pré-dialogue a été suspendu. Merci. Oui, je crois que c'est peut-être le mot qu'il faut utiliser. Ah, voilà. Je crois que le pré-dialogue a été suspendu, mais nous sommes vraiment convaincus que le fil du dialogue sera repris et que nous pourrions cette fois-ci conclure en bons termes pour la tenue de ces dialogues que tout le monde attend, c'est la volonté générale, même s'il y a quelques personnes qui sont opposées, mais en tout cas la majorité des forces politiques et sociales qui ont été consultées par le chef de l'État soutiennent ce dialogue et il doit se tenir parce que, comme vous savez, dans l'histoire de notre pays, dans des contextes pareils, pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut que tous les Congolais se retrouvent autour d'une table pour préparer l'avenir de ce grand pays. Voilà, merci Léonard Séoki-Tondou. La suite des événements, nous suivons depuis près ce qui se passe dans la classe politique congolaise. Et voilà, on prend le deuxième invité. Bonsoir, et puis à la prochaine. Tout comme le soleil solaire, avec éclat chaque matin. Plus de 3 décennies de léthargie, jalonnée par la gabegie et la concussion de ses dirigeants. Quand il avait besoin d'argent, il demandait au Premier ministre, donnez-moi 1 million. Le Premier ministre disait au gouverneur de la Banque centrale, le président demandait 2 millions. Le gouverneur de la Banque centrale sortait